Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans Zone Franche. Les élections sont terminées. Dixit Patrice Talon, président de la République, réélu à la tête du Bénin pour un nouveau mandat de 5 ans. Une élection présidentielle émaillée à quelque peu de violence, notamment dans le centre du pays. Quels en sont néanmoins les grands enseignements? Nous en parlons ce matin avec notre invité du jour. Il s'agit du député Benoît Degla. Il est membre du parti Bloc républicain. Bonjour, honorable Degla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi. Et pour vous interroger, je suis avec mon colistier Timon sur Zone Franche, mon Ania Bossou. Bonjour. Bonjour André de Sa, Benoît Degla, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jeudi, à l'issue de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires, le chef de l'État, candidat réélu, a fait une intervention dans laquelle il exprimait sa gratitude et sa reconnaissance au peuple béninois. Il a également salué et félicité les deux autres duos. Il disait sa fierté de voir le peuple sortir à plus de 50% pour aller aux urnes. Alors, il a dit beaucoup d'autres choses, mais sur ces premiers points-là, qu'est-ce que vous avez à dire comme commentaire? Merci, cher ami Herman. Vous savez, en pareille circonstance, il y a la formule consacrée. Il y a son devoir de rendre hommage à son peuple et de féliciter également ceux-là qui ont concouru avec lui. Je voudrais quand même que, avant de répondre, avant d'intervenir en profondeur sur ce que vous avez dit, rendre grâce à Dieu pour avoir permis que notre pays ne sombre pas dans la violence vers laquelle on a voulu la conduire. Rendre grâce à Dieu parce que nous avons vu en 2019, nous avons vu l'ampleur de 2021 et le souhait que nous pouvons exprimer, c'est que Dieu veille sur chacun de nous, qu'il élimine davantage les acteurs politiques pour que plus jamais nous n'ayons à vivre des situations de ce genre-là. Je voudrais également à mon tour féliciter le peuple béninois. Le peuple béninois qui, en dépit de tout, des menaces, des chantages, des intimidations, des violences, est quand même sorti pour aller voter. Féliciter tous ceux-là qui, à cause de tout ce que j'ai énuméré, bien que ayant voulu aller voter, ont préféré, au nom de leur propre sécurité, rester chez eux. Nous devons féliciter l'ensemble du peuple béninois parce que à plus de 50%, ce n'est pas donné dans tous les pays, dans des conditions que nous avons connues il y a quelques jours. Alors, vous en parlez un peu, pratiquement la gorge serrée, l'honorable. Ah, mais non, pas du tout, oui. C'est vrai que c'est regrettable, c'est déplorable ce que nous avons connu. Et pour le Béninois que je suis, ce n'est pas des événements auxquels on souhaiterait être habitué, parce que ça devient récurrent. Et pour cela, je pense que, quel que soit ce que nous allons vouloir pour notre pays, il est de devoir du gouvernement de garantir à chaque Béninoise et à chaque Béninois sa sécurité. Nous ne pouvons pas être un état de non-droit. Même si, à des moments donnés, il faut accepter la compromission. Mais il est clair que donner l'impression qu'on tolère à un moment donné, la loi est bafouée, l'ordre est bafoué, et on peut débaucher sur tout. Il faut couper rapidement, il faut arrêter cela. Et ça passe par deux éléments. Qu'il y ait l'occasion pour qu'on échange, qu'on discute. Mais avant ça, l'État doit rester l'État. Force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi. Mais on aura pour vous parler de ces événements, excusez-moi, qui vous ont particulièrement marqué parce que vous étiez dans l'épicentre de ces manifestations de violence qui ont précédé le scrutin à Ouessé. Vous avez pu, j'imagine, coordonner les activités de campagne de votre candidat. Comment vous avez pu échapper, ou en tout cas comment vous avez pu vous en sortir pendant cette période-là? Voilà, lorsqu'on fait le point des zones où ces violences ont plus marqué l'attention des uns des autres, c'est bien sûr Savè, Banté et Tchaourou. Et il s'est fait que malheureusement, Ouessé
est encastré entre ces trois communes-là. L'épicentre. Oui. Vous voyez? Donc, je ne pouvais ni sortir pour Tchaourou, ni pour Tchaourou au nord, ni aller vers Savè au sud, ni aller vers Banté à l'est. Parce que de l'autre côté, il y avait le Nigeria. Donc, on était obligé de rester là et de travailler. Et en tant que coordonnateur de circonscription, donc ça, OSC Savè Glazoué, mon travail s'effectuait uniquement à travers les portables. Mais à un moment donné, nous avons été coupés. Et nous avons manqué d'électricité parce que les violences ont amené des individus jusqu'à aller détruire un circuit électrique au niveau de Kwakpané. Donc, OSC est resté 5 jours sans électricité, et voire sans eau. Vous voyez, c'était des conditions difficiles dans lesquelles nous avons travaillé. Mais si nous avons réussi à avoir ce score-là, parce que nous avons l'un des meilleurs scores, l'un des meilleurs taux au Bénin, 92 et quelques pourcents, avec de taux de participation. Non, 82,6% et taux de participation et 92,5 ou 4% pour le président, le duo Talon Talata. C'est parce que OSC a deux communautés. Il y a malheureusement une communauté pour laquelle tout ce qui se passe à Savè est pris comme chose, quand ce qui est fait à Tchaourou est pris comme leur chose, et l'autre communauté a trouvé les moyens de rassembler davantage, parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous sommes dans les besoins d'eau, d'électricité, de routes, ce que toutes ces zones-là ont en dehors de OSC. Nous ne pouvons pas aller et marcher avec cela, aller dans le sens qu'ils font. Donc, le mot d'ordre de campagne, c'était que OSC, la zone dont je parle, devrait faire un vote de colère, de révolte contre ceux-là qui refusent le développement de OSC. Ceux-là qui refusent parce que le développement de OSC, aujourd'hui, il passe par la réélection du président Patrice Talon. Alors, nous empêcher de réaliser ce vote veut dire qu'on est contre OSC. Et c'est contre cela que nous avons voté massivement. Voilà. Vous avez rassemblé autour des intérêts, en tout cas, de votre communauté, de votre commune, notamment la question donc de développement. Mais lorsqu'on se retrouve ainsi dans l'œil du cyclone, est-ce qu'on ne pense pas tout de suite à fuir, en tout cas venir se réfugier dans les endroits, les régions du pays qui ont connu quand même une paix, une accalmie? Pourquoi est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout? Pourquoi? D'ailleurs, il n'y a pas eu l'eau, il n'y a pas eu l'électricité. Alors, ce n'est pas les réflexions qui ont manqué, hein, mais leader, et avec toute l'équipe que j'avais avec moi, il fallait quand même courageusement accepter de vivre avec nos populations la situation. Et je dois rendre un hommage aux forces de sécurité et de défense de la zone qui sont restées à nos côtés, qui ont veillé sur nos sécurités, qui étaient là en permanence. Parce que je dois vous dire que à 200 mètres simplement, à la sortie de OSC, il y avait déjà les barrages. Quelques mètres après, 500 mètres après, il y a un autre village, où c'était les pneus qui étaient barrés, qui étaient brûlés, etc., etc. Il fallait que les différents commissariats, avec le renfort envoyé par le gouvernement, nous accompagnent pour dégager cela, pour être rapidement informés, pour détruire les nids, pour mettre en garde ceux-là sur lesquels, par rapport à qui on avait des informations malveillantes, etc., etc. Donc, c'était pas facile, mais il fallait quand même rester là pour que notre population comprenne que nous avons manifesté non seulement la solidarité, mais nous avons manifesté la conviction que c'est seulement comme ça que nous pouvons oser. Et pour oser, il fallait rester, il fallait qu'on nous voie tous les jours, il fallait qu'on nous voie dans les arrondissements. On voit sur le terrain. Qu'on nous voit sur le terrain et qu'on fasse la campagne comme si de rien n'était. Votre collègue André Okunlola a eu moins de chance que vous, puisqu'il a subi des dégâts assez importants au niveau de Savè. Oui, c'est déplorable, c'est vraiment regrettable. J'étais avec lui quelques heures seulement avant. Quelques heures avant, j'étais avec lui. Dans le cadre de la supervision, moi j'étais
Je revenais de Glasgow quand je suis passé le voir. Tout semblait aller bien. Il a suffi quelques heures seulement après pour que malheureusement sa maison ait été prise, n'est-ce pas, attaquée par ces individus qui n'ont rien laissé sur le passage. C'est vraiment regrettable. Au début, je vous disais que nous voulons de la paix, nous voulons que notre pays puisse axer son devenir sur le développement, mais dans des conditions comme celle-là, vous voyez, ça paraît un peu trouble. C'est pour cela qu'il faut de la réconciliation. Il faut qu'il faille échanger, certes. Ça devient récurrent. Ça devient récurrent, c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut pouvoir taper sur la table. Comment expliquer cela? Quelles en sont les causes selon vous et que faut-il faire pour y mettre un terme? Oui, je vous cite encore ces communes-là qui sont porteuses de ces actes-là, dans lesquels ces actes-là sont on constate d'où partent ces actes-là. On a l'impression que c'est les leaders politiques qui incitent à ces actes, à ces violences-là, veulent couper le Bénin, veulent couper une communauté du reste des communautés béninoises, parce qu'il s'agit de la même communauté. Mais pourquoi? Et qui en sont? Vous pouvez vous imaginer qui sont ceux-là qui sont les instigateurs tapis dans l'ombre au Bénin ou à l'extérieur. Qui sont ceux-là? Ils ne sont même pas forcément tapis dans l'ombre, puisque les mots d'ordre sont lancés même à visage découvert, publiquement. Voilà. Alors, donc, est-ce que nous devons passer... Alors, vous imaginez tout ce qu'il y a comme dégâts matériels. Vous avez vu les 21 ou 22 militaires policiers blessés qui ont besoin de soins, peut-être à l'extérieur, pour qui il va falloir dépenser énormément de sous. Je suis passé par le péage de Dio qui est totalement dévasté, totalement détruit. C'est des milliards qui ont été investis là. Et ce péage rapporte de l'argent à l'État béninois pour l'entretien de nos routes. Ça fait déjà des jours que ce poste n'est pas opérationnel. Et il ne pourra pas l'être avant plusieurs mois. Vous imaginez un peu le gâchis en matière de perte de gains que subit notre population. Alors que nous sommes un pays pauvre, nous avons besoin d'argent, et d'autres, délibérément, ça donne à des actes de ce genre-là. Alors, Patrice Talon l'a dit, quand il a été réélu provisoirement, selon les résultats de la Cour constitutionnelle, il dit ce qui s'est passé est fort regrettable et il ne faut pas le banaliser. Ben oui, c'est ce que nous sommes en train de dire là. C'est que je vous ai parlé de 2019, nous venons de vivre 2021, et il ne faut plus jamais que cela se répète au Bénin. Par tous les moyens. Par tous les moyens que les nids de violence que nous connaissons, que dans ces zones-là s'opèrent des actions. On ne peut pas ne pas mettre hors d'état de nuire ceux-là qui sont à la base de tels actes, connus ou pas connus, ceux qui se passent sur le territoire. Ils s'en auront, ils feront l'objet de poursuites en la matière, et ceux qui sont sur le territoire, ils doivent se repentir. La nation doit accepter leur pardon. Mais avant ça, il faudrait que la justice fasse son travail. Et je pense que nous avons les moyens de faire le travail. La justice a les moyens de faire le travail. Les forces de sécurité et de défense ont les moyens de faire ce travail. Nous devons aller là d'abord pour que, s'il doit avoir le pardon, on puisse se l'accorder, mais à condition que plus jamais nous ayons arrivé cela. Donc c'est pas... vous avez dit que j'avais la gorge un peu serrée. Oui, il y a la joie d'avoir gagné. Il y a l'allégresse. Mais lorsqu'on regarde par où nous sommes passés pour en arriver là, on ne doit pas être content. On doit être furieux. On doit être révolté. On doit être révolté. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que vous avez senti votre vie menacée. Et la mienne, celle de beaucoup d'autres individus, celle de beaucoup d'autres personnes. Vous imaginez que ce n'était pas possible d'accéder à Parakou par voie des terres. Et dans quel pays nous sommes? Et que Pataba, à la sortie de Savalou,
Gouka, Banter, ces zones-là étaient devenues des états de non-droit, des lieux de non-droit, des zones de non-droit. Oui. Vous imaginez? C'est pas possible. Mais Patrice Talon l'a dit, nous venons de très loin et nous irons très loin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut lier ces propos-là à ce qui s'est passé pour qu'on en arrive un peu à cette déjà, l'un des slogans de campagne, c'était que nous venons de loin, nous irons très loin. C'est-à-dire que nous allons... pas forcément lié... Non, nous allons continuer. Attendez, mais aller très loin, c'est pas simplement... c'est pas lié à la dynamique, à la croissance, à la dynamique économique, au développement. Mais ça passe aussi par la gouvernance. Sur tous les plans. Ça passe par l'ordre que le gouvernement doit imposer à tout citoyen au nom de la loi qui l'y oblige. Ça aussi, c'est aller loin pour que chaque individu comprenne que tout acte qu'il pose, tout acte répréhensible qu'il pose, mérite une sanction prévue par la loi. Lorsque nous serons formés, lorsqu'on aura été formaté à cela, je pense que, et à travers les exemples dont seront l'objet tous ceux-là qui ont été appréhendés, je pense que le Béninois, avant de poser un acte répréhensible criminel, il va se poser plusieurs questions avant de le faire. Parce qu'on dit, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Voilà. Alors, on va revenir maintenant plus concrètement sur les leçons de ce scrutin, au-delà donc des manifestations dont vous avez suffisamment parlé. Selon vous, quels sont les principaux enseignements à tirer de cette présidentielle du 11 avril 2021? Bien. D'abord, nous allons parler du taux de participation. À plus de 50%, 50,63%. Nous, on se situe dans la fourchette des taux de beaucoup de pays de la sous-région, dans lesquels il n'y a même pas eu de problème. Dans les grandes démocraties, quand vous prenez la France, en 2017, c'était 42%. Ah non, en 2012, 42%. Généralement, c'est pas très très fort, à l'exception de 2007 en France où on a... En 2017, c'était à 52%. Voilà, totalement. Comprenez, si c'est pas, et aux États-Unis, si ce n'est pas à cause du mode de vote, on n'a pas 50%. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas fait pied de figure en matière de taux de participation. Et nous devons être donc heureux. À côté d'un pays à côté de nous, c'est ils sont allés à 52% et avec un score stalinien pour le suffrage exprimé en faveur du gouvernement et du chef du candidat. Oui. Mais ça n'a pas été le cas chez nous. Vous avez vu, quand on est à 84%. 86%, ce n'est pas moins stalinien non plus, non? Mais non, écoutez, vous convenez avec moi que les candidats qu'on avait en face, je ne dis pas que c'était par défaut, mais vous-même, vous savez très bien qu'ils ne pouvaient pas défier le président Patrice Talon, le duo Talon-Talata, parce que le président Patrice Talon a un bilan à présenter et il a un projet de société clair et net qui donne l'espoir d'un Bénin meilleur, ce qui n'a pas été le cas chez les autres. Donc, je ne dirais pas que notre score, il est à 86%, il n'est pas stalinien, comparativement à beaucoup d'autres pays où on a vu des résultats, des scores fleuves. Ailleurs, on a vu 99%, tout à fait. Ceux qui viennent d'être élus, ceux pour qui il y a eu les prestations de serment ces jours-ci, vous avez vu leurs résultats. Pourquoi vous ne donnez pas les noms? Alors, la Sénat a annoncé un taux de participation de 50, mais elle a été revue par la Cour constitutionnelle à la hausse à 50,63%. Mais je constate qu'aucun des politiques qui se prononce sur cette actualité n'évoque pas les chiffres avancé par la société civile, la plateforme des organisations de la société civile qui avait parlé de 26% de taux de participation. Alors, à ce sujet-là, il faut aborder la chose de deux manières. D'abord,
c'est des centaines de milliers de postes de vote. Des centaines de milliers de postes de vote. Et les observateurs de la société civile se sont limités à moins de 1500. Ils ne peuvent apprécier que par rapport à 1500, 2000 bureaux de vote. Ensuite, vous savez très bien, un dimanche, les habitudes chez nous, c'est que les gens se donnent le temps d'abord d'aller à l'église, qu'ils rentrent, qu'ils déjeunent et qu'ils aillent dans les bureaux de vote. Je vais vous donner un exemple. Mon domicile est mitoyen à une grande école, 2 grandes écoles, où se trouvent des bureaux de vote. Du haut de chez moi, c'est à partir de 15 heures que je vois défiler les gens, mais c'est incroyable. La matinée, il n'y avait pas beaucoup d'affluence, mais de la soirée, à partir de 15 heures, mais c'est un monde fou qui allait vers ces centres-là. Ça veut dire que les gens se donnent le temps, le dimanche, d'accomplir un certain nombre de choses, et de tâches ménagères, de tâches domestiques, avant d'y aller. Mais si c'est à 8h, 9h, au moment où tout le monde est à l'église, que les observateurs se rendent dans les bureaux de vote pour évaluer le taux de participation et qu'ils en tirent les conclusions définitives, les données sont faussées. Deuxième chose, eux-mêmes, dans leur rapport, ils ont bien précisé, ils ont reconnu qu'ils n'ont pas parcouru tous les bureaux. Et ensuite, ils ont dit que les éléments qu'ils donnent ne sont le reflet que d'un échantillonnage. C'est largement suffisant pour qu'on ne s'attarde pas sur ce qu'ils disent. Il y a des organisations, des structures en charge de l'organisation des élections qui ont dans tous les postes, dans tous les bureaux de vote des représentants, la Sénat et la Cour constitutionnelle, qui peuvent à temps et en heure communiquer à la hiérarchie les données qu'on peut compiler et les avoir immédiatement. Ce qui n'est pas le cas chez la société civile. Si on doit commencer par croire, faire foi à leurs données, il faudrait qu'elles s'organisent de manière à ce qu'on sache que dans 50, 60, 70% au moins des bureaux de vote, que leurs observateurs soient présents pour véritablement se sentir dans le doute par rapport aux chiffres qu'ils vont nous communiquer. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas ça. 1500 observateurs pour 2000 bureaux visités, on ne peut pas tirer une conclusion définitive. Mais sur la question des enseignements, des grands enseignements tirés, vous avez parlé du taux de participation. Je crois savoir qu'il y a 12 enseignements qu'on doit... Mais oui, bien sûr. L'autre enseignement, c'est que il faut on ne peut pas passer sous silence. On est malheureusement obligé de revenir sur ce que nous avons connu, ces actes de vandalisme, la violence, etc. Il nous faudra nous organiser désormais pour savoir que les élections, à toute élection, nous devons nous préparer pour prévenir cela. Parce que, comme je le disais, ça devient récurrent, mais il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut qu'il y ait une mécanique, une dynamique, un mécanisme en place pour prévenir ces actes-là pour que nous n'ayons pas à les vivre. Troisième chose, nous venons de finir avec les élections. Il va falloir reconstruire, il va falloir le duo qui a gagné doit aujourd'hui savoir où on attend le président de la République. On l'attend. Lorsqu'il a parcouru tout le Bénin, les attentes sont grandes, mais les attentes sont plus grandes sur le plan social. Et je crois que le chef de l'État lui-même, il le reconnaît, et on doit s'atteler à faire en sorte que, sur ce plan-là, le gouvernement donne un signal très fort. Si vous voulez, je peux parler également il a dit dans son intervention, la paix et la sécurité. La paix, nous devons aller à la paix. Nous devons aller à la réconciliation. Et cela, ça passe, comme je l'ai dit tantôt, par la disponibilité des hommes en face.
Parce que si vous ne vous repentez pas, si vous pensez que vous êtes toujours vous restez dans la droite ligne de ce que vous croyez être juste, il est tout à fait normal qu'un État fort ne peut pas tolérer cela. Je voudrais rappeler juste... Vous êtes en train de prôner là que les opposants, notamment radicaux, fassent allégeance à Patrice Talon parce qu'il a gagné. Non, pas faire allégeance. Vous dites que ça dépend des hommes d'en face. Oui, mais alors, je vous ai dit que il y a deux voies par lesquelles on est obligé de passer nécessairement. Il faudrait que, pour éviter qu'on n'ait plus jamais ça, que ceux-là qui sont auteurs de ces actes-là, qu'on les détecte, qu'on les appréhende et qu'ils répondent les actes, et qu'ils en répondent. Deuxième chose, qui peut être la phase qui suit, c'est que ceux-là reconnaissent qu'ils ont agi maladroitement, qu'ils ont détruit les biens de l'État, qu'ils ont mis le Bénin en mal et qu'ils demandent pardon. Et ça ne viendra que d'eux. C'est-à-dire que le Bénin, on ouvre, nous sommes un pays où nous sommes supposés être des frères et sœurs. Si quelqu'un était égaré et qu'il revient, pourquoi ne pas l'accueillir? Mais cela, ça passe aussi par la reconnaissance des erreurs, des fautes que vous avez commises. En 2019, après 2019, nous avons voté une loi d'amnistie, mais ça ne doit pas être continuel, on ne doit pas faire tous les jours. Parce que cette loi-là nous a empêchés de punir les gens qui étaient auteurs des actes de vandalisme. Peut-être qu'on l'aurait fait, qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, il faudrait qu'on puisse aller de l'avant. Vous savez, le chef d'État, il a dit, à Parakou, je ne sais pas quand, il ne peut pas le dire, je n'ai pas employé les mêmes thèmes que lui. Il faudrait que, lorsque quelqu'un... Il ne faudrait pas que nous soyons des observateurs passifs face aux actes criminels, aux actes répréhensibles que commettent nos parents. Rester passif, c'est comme si on a tendance à glorifier cela. Si on n'est pas en mesure de dire ce que vous voulez faire est mauvais, on conduit le pays dans le gouffre. Le pays devient un pays dangereux, donc inhabitable. Mais l'autre défi également qui attend Patrice Talon, c'est le défi du rassemblement. Oui, c'est pourquoi je dis la paix. Oui. Quand je dis la paix, la réconciliation, c'est un grand défi. Je l'ai cité par rapport aux enseignements tirés de ces élections. Mais je vous dis encore une fois, comment se fera ce rassemblement? Il se fera comment? Est-ce que c'est pas quoi? C'est pas les assises qu'il réclame à Croix-Yacri? Ça passe par quoi? Mais non, il y a des malaises. Et aujourd'hui, l'État béninois était victime de ces actes-là. Est-ce que c'est la victime qui va dire, bon voilà, venez vous asseoir parce que je suis faible, et venez, nous allons nous réconcilier? Mais non. Pour vous, il y a donc des plaies à penser d'abord. Mais oui, bien sûr que oui. Bien sûr. Ouais. Patrice Talon parle de bien-être personnel. Il dit, nous avons fait le sacrifice qu'il faut et que désormais, on va vers le bien-être personnel. Est-ce que ça rejoint un peu le social? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Il en est très conscient. Voilà. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'il va, c'est pas... On a un distributeur de guichets. Mais non, pas du tout. On a dit le développement, ça y est. Le développement, ça y est. Ça dit qu'on va créer les conditions favorables, propices, pour permettre un développement harmonieux, un développement qui permette la création de beaucoup de richesses. Et quand il y a de la richesse, ça se partage. Parce que les créateurs de richesses en joueront. Le chef de l'État a notamment pris un certain nombre d'engagements. Il promet donner, c'est vrai, le meilleur de lui-même, mais s'améliorer et surtout améliorer sa façon de gérer. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, qu'il améliore en lui, selon vous? Vous savez, ça, c'est des propos de grande humilité. Il a dit, je ne suis pas... Il veut dire, en gros, je ne suis pas parfait, je dois me parfaire, j'ai peut-être écouté certains messages. Je pense que c'est suffisant pour qu'on croie en l'homme. Qu'est-ce qu'il doit corriger, selon vous, Patrice Talon? Le président Patrice Talon, c'est un homme de rigueur. C'est un homme de rigueur. Ces réformes, il veut les voir s'appliquer, les voir mises en œuvre. Et ces réformes, malheureusement, choquent. Nous sommes réfractaires aux réformes.
est-ce que la rigueur innée en lui pourra être celle-là qu'il va vouloir imprimer à sa gouvernance? Je ne sais pas. Mais il y a des réformes qui sont nécessaires, que de gré ou de force nous devons accepter pour l'amélioration de notre condition de vie future. Ça, il y a peut-être la communication qu'il faut améliorer. Parce que le gouvernement en la matière, vous savez, a mis du temps à commencer par communiquer. Il faut communiquer et dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça et dans quel intérêt. Et nos localités, elles ne sont pas couvertes au même niveau en matière de réalisation du gouvernement. Aujourd'hui, il a découvert des choses, peut-être qu'il ne s'imaginait pas, lorsqu'il a fait les 77 communes. Il croyait avoir beaucoup fait, mais il reste beaucoup. Il faudrait qu'il fasse davantage. Ceux-là qui n'ont rien eu, mais qui l'ont applaudi, qui continuent de l'applaudir, qui continuent d'avoir foi en lui, s'attendent à ce qu'il ait, ceux-là, ils attendent à ce qu'ils aient satisfaction. Je pense qu'en disant cela, c'est ça, je mettrai tout en œuvre pour que ceux qui n'avaient rien eu hier et qui continuent de me soutenir puissent savoir ce que les autres ont eu. C'est une façon de dire que je vais améliorer. Alors, qu'est-ce que OSCE a voulu envoyer comme signal avec 92,5% de taux de participation? Non, pas de suffrage pour le duo Talon Talata. Non, c'est le Bénin en fait. C'est le Bénin. Maintenant, si vous voulez que je parle de OSCE, parce que c'est de OSCE. Vous savez, sur ce plateau, je crois, j'ai dit une fois que je ne sais pas si nous avons nos pays africains, si nous sommes suffisamment prêts pour faire une opposition, si tant que nous aimons nos localités, nos militants, parce que nos pays ont des priorités, ont des difficultés. Nous ne devons pas nous lier, nous ne devons pas nous sentir liés à un individu. Nous devons nous sentir liés à un programme. Lorsque vous avez, pendant des décennies, espéré, attendu et que, au finish, c'est du pipeau, et que quelqu'un arrive, qui promette, qui réalise. Pour votre information, depuis les indépendances, aucun président n'a réalisé une infrastructure de plus d'1 milliard à OSCE. Talon en a réalisé, le président Patrice Talon en a réalisé de plusieurs milliards. Qu'est-ce qu'il a construit? Le stade. Le stade. On n'en a jamais eu. On n'a jamais eu une infrastructure qui ait dépassé 1 milliard dans toute la commune. Et il s'est engagé à bitumer la voie pour désenclaver OSCE. Je vous ai dit un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, vous voulez qu'avec ça, parce que je veux vous rappeler, il fut un moment où 6 fois, 7 fois, les gens sont allés d'autres sont allés à OSCE pour nous promettre le goudron. On n'a jamais eu. Mais lui, avant d'y aller, il savait déjà que OSCE devait bénéficier du goudron. Et sans que je lui demande, il le dit lui-même à des rassemblements publics. Et vous voulez que mes populations qui entendent ça là fassent autre chose? C'est par rapport à son projet, ce n'est pas par rapport au président Patrice Talon. C'est pour ça que j'ai dit que si demain, quelqu'un d'autre devait arriver, Patrice Talon, peut-être, le président Patrice Talon nous aurait, avec son duo, nous aurait réalisé les routes, peut-être améliorer les conditions d'accès à l'eau. Mais tant qu'il va rester des choses pour le bonheur des populations, quelqu'un d'autre vient, capable de le faire. Pour le politique que je suis, et parce que je suis je suis avec ma population, au cœur de ma population, qui est dans le besoin de ci et de ça, comment voulez-vous que je m'aligne derrière quelqu'un qui n'est pas en mesure de m'en donner? Encore une fois, je répète, on ne trahit pas en politique, on ne trahit pas un homme, on trahit son peuple. Et tant que mon peuple est dans le besoin, et qu'il a celui-là qui peut lui donner, moi je suis à cette personne-là.
Alors, si on doit suivre votre raisonnement, ceux qui, par exemple, pour cette présidentielle, n'ont pas massivement voté pour Patrice Talon devraient s'inquiéter. Ah, mais non. Ils ne vont pas voir au chapitre. Ah, mais non, le Bénin, non, il n'est pas président d'une partie du Bénin, il est président de tout le Bénin. Il est président de tout le Bénin. Ceux-là qui ont raisonné, vous savez, il y en a qui ont suivi un individu, un ou deux individus qui se considèrent leur leader, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas leur apporter, le bonheur, le bonheur qu'ils attendent. Ils sont dans l'erreur. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit les exclure du développement. Quand vous voyez un peu les zones dont ces trois zones-là, dans le projet de société du président Patrice Talon, elles sont appelées à bénéficier de beaucoup de choses. Donc je suis jaloux aussi. Donc je suis jaloux. Parce qu'on ne peut pas. Moi, je me vois privé de ce que je dois avoir. Et ceux-là qui, chaque fois, sont les premiers à mettre des barricades, à brûler. Et c'est ceux-là qui bénéficient de ci et de ça. Mais non, il doit y avoir une récompense. Il faut qu'il y ait une récompense pour ceux-là qui se sont investis davantage. Mais je dis encore une fois, tous les Béninois doivent être bénéficiaires, n'est-ce pas, des retombées de second mandat, des actions du second mandat du président Patrice Talon. Mais seulement je plaide pour que ceux-là qui ont souffert longtemps puissent en être les premiers bénéficiaires. Alors, on a constaté, avant même la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, que beaucoup de voix se lèvent, chacun essaye de revendiquer la paternité de la victoire de Patrice Talon. Vous, qu'est-ce que vous revendiquez? Oui, on sait que les populations de OSR, sans doute sous votre égide, ont voté massivement pour le candidat Patrice Talon et sa colistière Talata. Comment vous appréciez cette récupération, cette vague de récupération qu'on observe dans les médias? Vous voyez, c'est de bonnes guerres. C'est pas galant, mais bon, voilà, c'est de bonnes guerres. Lorsqu'on s'est mis ensemble pour susciter la candidature du duo, on doit, dans les premières heures, dans l'allégresse, réfléchir à ce qui vient de se passer, ensemble, voir comment est-ce que nous pouvons nous améliorer, avant de retomber dans la politique politicienne. Le BR, dont je suis membre du bureau politique, a eu cette chance d'être le premier parti à susciter la candidature du président Patrice Talon. Le premier parti susceptible de lui offrir le parrainage. Le premier parti au Bénin, c'est le BR. Donc, c'est parce que mais la victoire. Vous êtes détenteur de parrainage que vous estimez que. Mais oui, mais il faut le parrainage. Il faut le parrainage pour être candidat. Il y a des partis aussi qui ont. Mais qui ne pouvaient pas offrir, qui ne pouvaient pas donner le moins de parrainage au chef de l'État. Donc le parrainage, le soutien peut être tellement bon, voilà, à travers la presse, les journaux. Ils ont des militants, ces partis politiques. Écoutez, il y a un an, il y avait l'occasion de tester qu'on peut vraiment avoir des parrains. On n'a pas réussi à les avoir. Donc, aujourd'hui, on doit considérer d'abord ceux-là qui ont accompagné le chef de l'État à travers les parrainages. Et puis, nous ne sous-estimons pas les autres, mais simplement qu'ils sachent raison garder, modestie, en toute modestie, on sache parler. Vous voyez, bon, je ne voudrais pas me lancer dans ce débat-là. Il n'y a pas que les partis politiques qui... oui, mais les mouvements n'existent plus. Alors, donc, s'il y en a qui s'entêtent à le faire, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour eux. Les mouvements n'existent plus. Bon, si d'autres ont voulu apparaître, ça c'est libre à eux de faire ce choix-là. Mais il y a désormais, dans notre pays, les mouvements politiques n'existent plus. La charte parti l'a clairement défini. Donc, si on le fait, c'est circonstanciel. Les motivations qu'il y a autour, c'est les dirigeants de ces mouvements-là qui peuvent le dire. Mais sinon il leur a été demandé d'aller vers les partis politiques pour gérer. C'est qu'au niveau même des structures de campagne,
il était prévu depuis la commune jusqu'aux arrondissements, jusqu'au village, il était prévu des structures, des responsables chargés, n'est-ce pas, des relations avec ces mouvements-là. Maintenant, s'il y en a qui s'en sont exclus et qui, parce qu'ils veulent qu'on entende parler d'eux et qui procèdent autrement, il n'y a pas de problème. De toute façon, la victoire a plusieurs pères, comme on le dit. Le chèque orphelin. la victoire a plusieurs pères. Le chèque orphelin, oui. Voilà, la victoire a plusieurs pères. Et bon, voilà, c'est moi que je me réclame d'être l'un des pères les plus... Le père véritable. Le père légitime. Légitime, légal, oui. Le premier, peut-être on peut être plusieurs à être légitimes, mais le premier père légitime, c'est bien le BR. Vous n'êtes pourtant pas le plus grand parti politique du pays et qui a donc porté la candidature de Patrice Talon. Est-ce que vous pensez à l'UP alors, vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez... Alors, je vais vous demander d'aller vers les chiffres obtenus en 2017, les comparer aux chiffres en 2020. Oui, 2019, 2019, et vous allez comparer les chiffres pour voir en nombre de votants en quoi est-ce que l'UP nous dépasse. Et cette élection-là, c'est les votants à la base. L'UP a plus de députés que vous, oui, l'UP a plus de maires, vous savez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans la 10e circonscription, compte tenu de la petitesse des arrondissements, où c'est peut-être au plus 2 conseillers, l'UP avec 2-3 voix en plus, prenait, comme l'a prévu la loi, prenait les 2 sièges. Mais à côté, il y a des arrondissements qui font 10 fois, ceux de 2 sièges et qui n'ont que 3. Et quand vous avez 3, ça veut dire que vous avez au moins 4 fois, 5 fois la population de ces petits arrondissements-là. Et quand au finish, vous voyez, je prends l'exemple de Wessel, nous avons 11 conseillers, nous avons eu plus de 15 000 voix, et les autres en ont eu 9, avec moins de 7 ou 8 000 voix. Donc le taux de calcul, pour attribuer les sièges, les fonctions parfois. Ça veut dire que ce taux vous a défavorisé. Défavorisé. Mais ce sont mais ceux-là, ils sont à la base. Et aujourd'hui, il n'y a pas un taux qui permet de déterminer le vote de tel ou tel. C'est la population à la base. Je ne dis pas que nous avons dépassé ou je dis pas ça. Mais la mobilisation, en tout cas, nous sommes organisés de manière à ce que, ensemble, le président Patrice Talon gagne. On s'est organisé. J'avais avec moi tout le staff UP de Wessé, avec qui on a travaillé très étroitement. Il était un coordonnateur. Oui, il était superviseur de la circonscription, mais j'avais avec moi la structure et la coordination UP de Wessé, mais qui acceptait de travailler avec moi. Dans des conditions très amicales. Et voilà. On n'a pas, à aucun moment, on a parlé de UP, mais non. On travaillait jusqu'à très tard la nuit, on circulait ensemble, on avait les stratégies ensemble. Mais c'est comme ça que partout, ça devrait être. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons à Wessé, on dit que nous avons gagné. La mouvance a gagné, Talon a gagné. On ne veut pas dire que c'est tel ou tel qui a gagné. Ça doit être comme ça partout. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas galant. Alors oui, 86% plus pour Patrice Talon, 11% pour le second duo et 2,35%. Quel regard portez-vous sur le score fait par les 2 autres duos? Très rapidement. Moi, je n'ai pas pensé qu'ils pouvaient avoir ça. Ils m'ont surpris. Pourquoi? Mais oui, parce que bon, je ne les sous-estime pas. Je ne les sous-estime pas. Mais je vous assure que si les élections avaient lieu comme cela devait être sur l'ensemble du territoire national, je ne suis pas sûr qu'ils auraient obtenu ces résultats. Vous pensez que le boycott du scrutin dans certains endroits leur a profité, c'est ça? Alors qu'eux, ils se plaignent, notamment FCBE, se plaignent, certains de leurs militants n'auraient pas pu voter. En tout cas, la 10e circonscription que moi j'ai supervisée, on a eu au total une centaine
de bureaux de pose de vote où les gens ne sont pas présentés, qu'on n'a pas pu ouvrir. Chez moi, il y a 2 arrondissements qui n'ont pas voté. C'était impossible le vote. C'est barricadé, vous ne pouvez pas le faire. Et 2 autres arrondissements où tout a été brûlé. Ils ont voté pratiquement après. C'est nuitamment qu'on a envoyé les urnes, parce que les premières urnes avaient été brûlées dans la journée. Notamment, on a envoyé quelques urnes. Les gens, ceux qui ont osé voter, ils l'ont fait. Et quand on vous dit qu'il y a plus d'une quinzaine d'arrondissements où le vote n'a pas eu lieu, je pense que si ça avait été fait, si tout le monde avait voté, je ne suis pas sûr. Mais l'opposition pense que c'est des zones qui leur sont favorables. Maintenant, oui, mais ils auraient pu. Si c'est des zones qui leur étaient favorables, ils auraient amené leur population, leurs militants à voter et non à saboter ni à boycotter. Si c'est des zones qui leur étaient favorables, ils auraient montré leur capacité à sensibiliser ces populations-là pour qu'elles ne brûlent pas les unes, pour qu'elles n'érigent pas des barricades. Donc ce n'est pas des zones qui leur sont favorables. Ce sont vos anciens alliés, vous étiez ensemble. Mais je ne refuse de raisonner parce que lorsqu'il parle, il se refait toujours à quelqu'un. Il parle, il se refait toujours à quelqu'un. Moi, c'est pas ça. Je vous ai dit que je ne suis pas lié à un individu. J'ai servi un individu, mais je ne suis pas lié à lui. Aujourd'hui, il ne peut plus rien apporter à ma localité. Je ne parle pas de moi personnellement. Il peut rien m'apporter. Vous êtes lié au peuple. À ma base, à mon peuple. La 10e, dans le Bénin, c'est avec Glazou-Wessé, c'est la zone où vous n'avez pas de l'eau, où il y a encore des communes non reliées par la voie bitumée, dans le Bénin, où le problème d'électricité est crucial. Vous voulez que j'abandonne cette base-là? Mais non. C'est eux qui savent l'idéologie qu'ils suivent. Et aujourd'hui, je pense que le monde donne la preuve qu'aucune idéologie n'existe. Aujourd'hui, il faut aller vers le développement. Là où vous pouvez apporter un plus à vos populations, je pense que c'est ça ce que nous attendons de chacun de nos acteurs politiques. Et non, si ce n'est pas moi, c'est le déluge. Non, il faut finir avec ça. Alors, pour les 15 dernières minutes, André Dossa, je voudrais qu'on aborde les perspectives pour le quinquennat qui va démarrer le 23 mai prochain. Honorable Degla, dites-nous, quelles sont pour vous les perspectives pour Patrice Talon? Et pour le peuple béninois surtout d'ailleurs. Oui, il a rendu public son projet de société qu'il va améliorer certainement parce que nous avons aujourd'hui, ça c'est le projet de société du duo Talon-Talata. Ce projet de société certainement serait amélioré avec l'arrivée des autres partis politiques avec lesquels il s'est engagé à travailler. Mais il s'agit de poursuivre les perspectives, poursuivre le travail qui est en train d'être fait. Sur le plan de la gouvernance, rien ne sera laissé de côté. Au contraire, il va falloir aller plus vite et plus loin. Il a dit, désormais, nous connaissons un peu plus. Vous avez vu le temps que les travaux, les études ont pris avant que les travaux ne démarrent dans notre pays. Désormais, on n'en est plus là. Je pense que les études peuvent se faire en un laps de temps. Ça veut dire que les réalisations sur le plan infrastructurel pourraient se réaliser rapidement. La mobilisation des fonds pour en arriver là, il a dit, nous allons compter sur nos propres forces et développer des secteurs nouveaux. Le tourisme. Voici des secteurs sur lesquels il faut mettre l'accent. Nous allons, dans son projet de société, et le problème énergétique, il sera réglé.
Et peut-être qu'avant la fin du mandat, le Bénin pourrait devenir exportateur d'énergie. Sur le plan de l'amélioration, non, d'abord sur le plan de l'éducation. L'éducation telle que elle est donnée aujourd'hui à nos enfants, elle ne répond pas aux besoins de développement de la société. Parce que il y a un savoir livresque, mais qui ne permet pas à l'individu, une fois sorti, une fois bradé de diplôme, de s'occuper. Il faudrait qu'on puisse faire un peu comme les pays anglo-saxons. L'auto-emploi. C'est pour cela que des lycées agricoles, des lycées techniques seront créés. Et pour ça, il y a déjà des centaines de jeunes Béninois qui sont à l'extérieur pour se faire former. Et pendant ce temps, la construction de ces lycées-là va démarrer pour nous éviter d'avoir des salles pléthoriques sur les campus. Et que déjà, au BPC, on puisse avoir un grand nombre d'enfants qui se dirigent vers des métiers. Après le bac, un grand nombre. Pourquoi aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'une administration, l'administration, mais c'est plus ça aujourd'hui. Vous avez vu, la France vient de Macron, il est sorti de l'ENA, mais il est en train de supprimer l'ENA parce qu'il dit on n'a plus besoin de ça, ça ne nous rapporte plus rien. Ça ne nous rapporte plus rien. Les grandes écoles où on sort administrateur de ci, administrateur de ça, non. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre population? L'ingénieur, l'agriculteur, le petit dépanneur, le mécanicien, c'est de ça qu'on a besoin pour ne pas être obligé, pour n'importe quoi, d'aller solliciter l'expertise extérieure. L'expertise ivoirienne, l'expertise ghanéenne ou la mettre carrément de ce pays-là. Il faudrait que pourquoi ne pas compter sur. Donc voilà autant de secteurs dans lesquels l'accent particulier sera mis. C'est-à-dire, et pour que, au finish, la jeunesse qui constitue le poumon, qui est essentiel qui est la population de notre pays, qui est la population de notre pays, cette jeunesse-là, à travers des formations appropriées, à travers les structures d'accompagnement, des structures de microfinance qui seront créées, l'aide que l'État pourra apporter, le plan à l'AFIA, à travers l'ARCHE, que la jeunesse puisse s'auto-employer au même titre que celle-là qui sera formée pour devenir technicien en maçonnerie, technicien agricole, technicien en réseaux sociaux, enfin du moins etc., etc. Voilà. Je pense que je prends les points essentiels de ce projet de société pour dire qu'il sera peut-être amélioré, mais c'est ça ce qu'on veut pour le Bénin, ce que le président et le duo veut pour le Bénin, ce que nous voulons tous pour le Bénin, afin qu'en 2026, qu'on ait dit merci au duo Talata pour le travail abattu. Et on va souhaiter que la dynamique continue. On n'en est pas encore là, 2026 c'est encore bien loin. Déjà que la prestation de serment aura lieu seulement le 23 mai prochain. Alors d'ici à cette date-là, que ferait-il? Qu'est-ce que le chef de l'État sera en train de faire? Parce que mais le président d'exercice, il est président d'exercice, il a été réélu, donc il continue. Il est dans toutes ses attributions jusqu'au 23. Où il démarre un nouveau mandat. Et c'est ce que les textes ont prévu. Il aurait pu avoir un second tour. Il n'a pas de second tour. Donc voilà. On est encore à plus d'un mois de l'investiture. Les traitations ont-elles déjà commencé? Par rapport à quoi? La formation du gouvernement. Oh, il y a plus important que ça quand même. Ça aussi c'est important. Oui, mais il y a plus important que ça. Quoi, par exemple?
je pense qu'on a passé 30 minutes au moins à parler de la situation, de la nécessité d'apaiser la tension sociale. Voilà, donc je crois que c'est nécessaire quand même. Je pense que les jalons, il faut les poser déjà. On sait que Patrice Talon n'a pas la nomination facile. Est-ce Mais, que vous voyez continuer avec la même équipe L'équipe qui sera... De quoi veut-il parler? Mais, attendez, je n'ai pas compris. L'équipe, hein? L'équipe qui est là. Attends, parlant d'équipe, c'est quoi? Là. Non, mais attends, l'équipe n'a pas dit l'équipe gouvernementale. L'Assemblée, les députés, c'est une équipe. Le peuple, c'est une équipe. Ah ouais. La mouvance, c'est une équipe. Donc, il n'a pas dit qu'il n'a pas... Le peuple aussi a une équipe. Mais le peuple, c'est une équipe. Avec qui... Mais le peuple, lui, le peuple, il est le capitaine de l'équipe. Il est le capitaine de l'équipe. Donc, il n'a pas de marge de manœuvre en dehors de ceux-là. Quand il dit l'équipe sera là, qui est là, sera là. Est-ce qu'il va renouveler? Est-ce qu'il ne va pas renouveler? Non. Est-ce qu'il y a déjà des signaux? Non. En tout cas, je n'en perçois pas, mais ce que je sais. Est-ce que le BA a déjà été consulté dans la perspective de la formation? Non, même si c'était le cas, c'est pas moi qui vais vous le dire. Non, attendez, je dois avouer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le chef de l'État allait à une rencontre de l'UP, de l'UDBN et du PRD, il a dit « Je vais gouverner désormais avec vous. Vous êtes resté en marge du processus, désormais je vais gouverner avec vous. » C'est pas électoral. Promesse de campagne. Non, c'est pas promesse de campagne. Je pense que il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Alors, du coup, vous ne serez plus seul. BUP, vous ne serez plus seul. Ça fait forcément moins de place. C'est clair. Pour mais puisque nous avons tous pris part à la victoire, il faudrait que tout le monde soit récompensé. Hein? Avant Nobel, les autres partis, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à les accepter? Mais attendez, nul ne sera de trop, quelle que soit la réduction des postes qu'on aurait eu ou pas, nul ne sera de trop pour servir la nation. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelles que soient les conditions dans lesquelles le chef de l'État pourrait opérer des changements, il y a ce dont il ne peut pas, ignorer. Il y a quand même le substrat de son pouvoir, qui est quand même la force politique. Et ceux qui détiennent la force politique aujourd'hui, c'est les partis politiques. Et parmi ces partis politiques, il y en a qui sont au-dessus des autres. Est-ce qu'au fond, avec le recul, le choix d'une dame pour être colistière à Patrice Talon, est-ce que ça a pu apporter quelque chose à ce duo-là? Oui, ça a donné... Je crois que c'était joli, beau à voir. C'est beau à voir. Et ensuite... Madame Talata... Le jour du lancement de la campagne à Cotonou, je crois qu'elle a fait référence à sa culture. Et je crois qu'elle tombe de plein pied dans le rôle qui était celle de ces braves femmes-là. Et aux côtés du chef de l'État, je pense que cela a eu un impact très favorable. Très favorable. C'est sans complexe qu'elle va exercer le rôle qui lui est dévolu à travers la Constitution. Votre mot de la fin, honorable Benoît. Bien, encore une fois, je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte d'échanger sur les élections, le chaos que nous avons obtenu, le brillant chaos, la belle victoire. Je voudrais à cette occasion dire que nos populations viennent de traverser une période difficile, mais c'est les épreuves de la vie et nous devons courageusement nous devons pouvoir avoir le courage de les surmonter. C'est ce qui fera du Bénin un pays fort. Cela passe évidemment par un certain nombre de choses que j'ai évoquées ici. Et je voudrais appeler les uns et les autres à se sentir béninois, à ne pas détruire l'héritage que nous ont laissé nos aïeux, nos ancêtres, à chercher à préserver la paix. Le pouvoir, les tests que nous avons aujourd'hui définissent comment le conquérir. Je souhaite qu'ils prennent et qu'ils passent par la voie que leur donne
nos textes pour accéder au pouvoir. Pas d'accès au pouvoir par la violence. Pas de violence dans le peuple. Pas de violence, pas de destruction. C'est pas ça. Parce que quand vous le faites, quand vous venez au pouvoir, vous êtes obligé de reconstruire. Quelqu'un disait, si vous salissez, si vous versez de l'huile rouge sur le fauteuil blanc, quand vous allez venir, il va falloir le laver. Je veux appeler au sens civique, patriotique de tous les Béninois. Ceux-là qui m'écoutent, qui me regardent, qu'ils soient au Bénin ou à l'étranger, c'est un appel que je leur lance pour qu'ils reconsidèrent leur position. Parce que ce que nous avons vu ces derniers jours, nous n'avons pas notre pays. Et ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, les contextes ont changé. Les contextes ont changé. Regardez, partout les élections sont déroulées. Partout les élections sont déroulées ces derniers mois. On n'a pas. Il n'y a pas eu seul, à part peut-être le Burkina Faso, il n'y a pas eu une élection qui soit déroulée où il n'y a pas eu de protestation, mais pas aussi violente que celle que nous avons connue. Mais même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est quoi? On va à l'apaisement. Lorsqu'on met en place un ministre pour la réconciliation nationale, ça veut dire que les enfants de même pays doivent pouvoir à un moment donné s'écouter, se parler. Et c'est à cela que j'invite tous les Béninois. Le pardon sera nécessaire, d'accord, mais faisons en sorte que plus jamais ce que nous avons connu n'arrive. Merci, Benoît Degla. Merci à vous. Merci, André Doucet. Merci, honorable. Merci d'être passé sur ce plateau de Zone Franche. Merci, Niambodou, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.